Il est 13 heures. Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire du cycle annuel sur la reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général, dont ce deuxième webinaire a pour thème de la connaissance à la compétence. Alors peut-être remettre juste un instant dans le contexte, cette série de webinaires, ce cycle s'inscrit dans une décennie de recherche empirique avec de très nombreux acteurs dont nous aurons des partenaires aujourd'hui à nos côtés pour ce webinaire qui ont permis d'éclairer progressivement les spécificités des modèles socio-économiques d'intérêt général et de pouvoir capitaliser finalement les expériences des uns et des autres pour pouvoir se doter d'une base de connaissances partagées. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec le ministère de l'Éducation nationale, avec la Caisse des dépôts, avec la Croix-Rouge française et la Fondation Total, nous avons lancé avec une vingtaine de partenaires le programme reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Ce programme ayant trois objectifs complémentaires. D'abord, partager une culture commune de la diversité des modèles. On est souvent surpris de voir à quel point nous n'avons qu'une culture assez faible, finalement, en France, de la question des modèles socio-économiques et de leur diversité, et qu'il est important pour favoriser un dialogue, surtout aujourd'hui où le jouet collectif est de plus en plus important, de bien comprendre finalement la diversité de ces modèles. Et pour ça, eh bien, il faut une sémantique commune, il faut mettre en débat les différents concepts associés et surtout prendre conscience et connaissance de la diversité de ces modèles. Le deuxième, c'est bien évidemment, une fois qu'on connaît le panorama de ce qui peut exister, c'est de permettre à chacun, que ce soit les structures d'intérêt général ou leurs partenaires ou les acteurs publics, de pouvoir se repérer et se positionner dans cette diversité des modèles pour pouvoir justement faciliter leur dialogue avec l'ensemble des acteurs. Et puis, bien évidemment, le troisième point est peut-être le plus important dans la situation actuelle que nous vivons, c'est d'apprendre collectivement à piloter la complexité. Je pense que nous avons eu la démonstration cette année que nous ne sommes pas devant une situation simple sur laquelle les situations pourraient être réglées par de simples mots ou par de simples boîtes à outils magiques. Nous sommes devant une complexité à piloter et c'est bien là où, bien évidemment, la question des modèles socio-économiques se pose au cœur de nos débats. Et donc, nous vous invitons tous les troisièmes jeudis du mois, depuis le mois dernier jusqu'en novembre 2021, à pouvoir finalement cheminer avec nous pour qu'au travers de ces 12 escales, nous pouvions redécouvrir la diversité des modèles socio-économiques. Dans ce cycle annuel qui va donc rythmer et donner un rythme mensuel à notre cheminement, nous en sommes à la deuxième étape après avoir posé la question le mois dernier sur le modèle au service de quoi à travers l'illustration du jouet collectif en Pays de la Loire et avant le mois prochain d'aborder la question de l'accompagnement à la transformation d'un modèle socio-économique. Il nous est apparu absolument essentiel avec deux de nos amis et partenaires, l'AFF d'une part et l'Agence reconnue d'utilité publique d'autre part, de pouvoir se poser la question de c'est bien de savoir, c'est bien de connaître une situation, mais comment peut-on passer de la connaissance à la compétence? Et c'est bien l'enjeu de notre journée aujourd'hui. Cet enjeu de compétence, il est autour de trois sujets, ma chère Élodie Julien, qui est directrice de la recherche du Rameau, et je vous propose de nous le commenter et de prendre l'animation de notre webinaire. Avec plaisir, Charles. Bonjour à tous. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est la question de la compétence, un véritable enjeu, puisque Charles Benoît a commencé à en parler tout à l'heure en introduction, mais la question des modèles socio-économiques, c'est un sujet qui est complexe, puisqu'il faut à la fois avoir une vision assez précise de sa structure, de son positionnement, c'est aussi de pouvoir prendre du recul et c'est aussi de pouvoir questionner l'avenir. Et donc, si on veut au final que l'ensemble des acteurs puissent s'adapter à l'ensemble des transformations auxquelles on est confronté, il faut pouvoir aussi leur donner tous les éléments qui vont leur permettre de questionner leur modèle socio-économique dans un objectif finalement d'adaptation et de pérennité
de leur structure. Alors, ça passe d'abord par leur mettre à disposition et faire en sorte qu'ils puissent acquérir le savoir, mais ça, c'est un premier socle de base qui n'est pas suffisant. Il faut en plus leur permettre de s'approprier une méthode, c'est-à-dire le savoir-faire, et également de pouvoir intégrer des éléments de savoir-être, c'est-à-dire de posture. Donc, l'enjeu de compétence, c'est un enjeu qui est extrêmement structurant et qui va consister finalement à trouver une alchimie, une recette qui va à la fois activer du savoir, du savoir-faire et du savoir-être pour permettre finalement à l'ensemble des personnes et des structures de monter en compétence en fonction de leurs besoins, mais également en fonction de leur maturité. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de faire cette alchimie en direct, puisqu'on va vous présenter à la fois toutes les connaissances qu'on a acquises au cours de cette décennie et en même temps de pouvoir illustrer très concrètement comment certains acteurs sont passés de la connaissance à la compétence. C'est pour ça qu'on vous propose 3 temps. Le premier, donc, c'est ce partage de connaissances. Et puis, Charles Benoît l'introduisait tout à l'heure. On aura 3 témoignages qui vont illustrer très concrètement ce passage donc, de la connaissance à la compétence. Et on terminera notre webinaire par le rappel de ce qu'on trouve dans le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques et bien sûr de surtout rappeler la prochaine date qu'il faut que vous inscriviez dans votre tablette. Alors, premier point, donc la connaissance partagée. Donc, pour comprendre ce qu'est un modèle socio-économique d'intérêt général, il y a 3 thématiques qu'il faut pouvoir appréhender. La première, c'est finalement, c'est quoi un modèle socio-économique? Et là, on va voir que le modèle socio-économique, c'est un moyen au service du projet qui ne se limite pas aux ressources financières. On verra d'ailleurs quelles sont les autres ressources, quels sont les autres piliers de ce modèle socio-économique. Le deuxième point, c'est on se pose la question, finalement, est-ce qu'on est face à un modèle d'intérêt général ou est-ce qu'on est face à un modèle d'utilité sociale? Et pourquoi c'est très important de se poser la question? Parce que selon le modèle que l'on choisit, les ressources que l'on va pouvoir mobiliser ne seront pas les mêmes. Et la troisième thématique qui est aussi très intéressante pour comprendre ces modèles socio-économiques d'intérêt général, c'est qu'à partir de la question qu'on vient de poser, on a défini 7 familles de modèles socio-économiques d'intérêt général et qui sont une aide, une grille de lecture pour positionner sa structure et on va le voir après, qui vont permettre de pouvoir faire le lien entre son propre projet et les moyens que l'on va pouvoir mobiliser. Alors, sans plus attendre, je vous propose de voir une vidéo qui s'appelle « Qu'appelle-t-on modèle socio-économique ?» C'est une vidéo qui est disponible sur la trajectoire socio-éco qui a été réalisée par le Centre de ressources d'aide à l'environnement en partenariat avec l'Union nationale des CPIE, dont on aura le témoignage tout à l'heure, mais sans plus attendre, voyons cette vidéo qui va nous expliquer ce qu'est un modèle socio-économique. Dans cette seconde vidéo, intitulée « Qu'appelle-t-on modèle socio-économique ?» nous vous proposons de voir ensemble l'origine de ce terme de modèle socio-économique. Prenons tout d'abord quelques instants pour s'interroger sur le sens du terme modèle économique. Lorsque l'on parle de modèle économique d'une association, on oublie souvent que le terme de modèle économique a été créé à l'origine pour expliquer et analyser l'entreprise. D'après Wikipédia, le mot modèle économique a le même sens que modèle d'entreprise, modèle d'affaires ou encore business model. C'est la représentation de l'origine de la valeur ajoutée d'une entreprise et de son partage entre les différentes parties prenantes. Avec le temps, ce terme de modèle économique tend à s'appliquer à de plus en plus d'organisations très diverses, et notamment aux associations à but non lucratif. Est-ce bien adapté? 2 éléments majeurs différencient le modèle économique d'une association de celui d'une entreprise. Le premier est la place du modèle économique dans l'organisation. Pour l'association, le modèle économique ne représente que les moyens pour atteindre son projet associatif. Pour l'entreprise, le modèle économique qui explique la création de valeur économique est véritablement le cœur de l'organisation. Le second élément tient au levier d'action disponible pour agir sur le modèle économique. En termes de ressources humaines, l'entreprise s'appuie essentiellement sur le salariat, tandis que l'association peut aussi s'appuyer sur le bénévolat, le volontariat ou encore le mécénat de compétences. Rappelons que l'engagement est au cœur du modèle associatif, quel que soit son statut. L'aspect volontaire d'un projet commun est le fondement même de l'associatif.
En termes de ressources financières, l'association dispose d'une diversité de leviers complémentaires. Au-delà du seul revenu d'activité, elle peut actionner la subvention, le don, le mécénat, le legs ou encore l'épargne salariale solidaire. Enfin, concernant les alliances, et dans la mesure où elle favorise le vivre ensemble sur son territoire, l'association a une légitimité renforcée pour tisser des liens avec l'ensemble des acteurs de son territoire. Collectivités territoriales, mais aussi entreprises et acteurs académiques sont les partenaires de nombreuses associations. Afin de tenir compte de ces spécificités, une réflexion entre acteurs associatifs initiée en 2010 a fait évoluer le terme de modèle économique vers celui de modèle socio-économique lorsqu'il s'agit d'étudier celui d'une structure d'intérêt général. De même, le terme de ressources humaines est apparu réducteur. Pour mieux représenter la diversité des statuts des personnes qui s'investissent dans l'association, le terme de richesse humaine a été préféré. Il souligne la dimension d'engagement volontaire présent dans toutes les formes, du bénévolat au salariat. Alors, comme vous avez pu l'entendre dans cette vidéo, la vidéo donc aborde deux sujets. Le premier, c'est finalement la place du modèle socio-économique dans une organisation. Et typiquement, dans une structure d'intérêt général, dans une association, on voit bien que le modèle socio-économique fait partie de l'une des 7 dimensions d'un projet. Un projet associatif, il se définit par rapport à son identité, qui on est, à sa pertinence, c'est-à-dire à son utilité sociale, à la façon dont la gouvernance impulse le projet, et aussi à l'ambition, c'est-à-dire finalement vers où l'association veut aller, comment elle veut se développer. Et puis, il se définit aussi par rapport à un ensemble de moyens, c'est-à-dire d'abord des capacités, que ce soit l'organisation et puis des compétences qui sont mobilisées au sein de l'organisation, sa capacité à anticiper des risques, et on voit bien que la question du modèle socio-économique, c'est un élément majeur, puisque c'est celui qui va permettre d'assurer la pérennité de la structure. Donc, le modèle socio-économique, c'est l'une des dimensions du projet associatif, et c'est surtout que c'est un moyen au service du projet. C'est donc la finalité du projet qui doit guider l'ensemble des moyens qui doivent être mobilisés, et non pas l'inverse. Et donc, on voit bien, par rapport à cette dernière réflexion, qu'il y a forcément un lien entre les moyens que l'on va mobiliser et l'ensemble des missions qui sont réalisées par le projet associatif. Le deuxième sujet qui est abordé dans cette vidéo, c'est la définition du modèle socio-économique, c'est-à-dire l'ensemble des ressources que l'on va pouvoir mobiliser pour réaliser le projet. Et ces ressources, comme le rappelait la vidéo, il y a 3 types de piliers du modèle socio-économique. Il y a évidemment les ressources financières qui doivent être activées, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement les richesses humaines, c'est-à-dire toutes les compétences qui doivent être mobilisées et à qui on doit donner envie de se mobiliser pour permettre la réalisation du projet. Et enfin, ce sont aussi les alliances, c'est-à-dire toutes les synergies que la structure va pouvoir créer avec les acteurs de l'écosystème. Et on insiste sur ces 3 dimensions, sur ces 3 piliers, parce que derrière, il y a un point extrêmement important. Si on regarde les quelques chiffres qu'on vous rappelle dans ce PowerPoint, d'un point de vue financier, on voit bien que le secteur associatif, c'est 113 milliards de budget, mais d'un point de vue des richesses humaines, il ne faut pas oublier qu'il y a 12,7 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés qui sont mobilisés pour réaliser les projets des structures d'intérêt général. Et en termes d'alliance, si on ne reprend que, entre guillemets, les relations partenariales entre associations et entreprises, on est déjà à plus de 1,2 million de partenariats. Donc, on voit bien que ces piliers sont complémentaires et quand on souhaite réfléchir à son modèle socio-économique, c'est aussi réfléchir à ces 3 piliers complémentaires. Ensuite, ça c'est donc le premier point, les composantes d'un modèle socio-économique. La deuxième thème que l'on voulait aborder avec vous, c'est finalement, est-ce qu'on parle de modèle d'intérêt général ou est-ce qu'on parle de modèle d'utilité sociale? Et là, pour faire cette distinction, il y a 2 questions que l'on doit se poser. La première, c'est qui apporte les ressources? Est-ce que ce sont des membres? Est-ce que ce sont des acteurs publics? Est-ce que ce sont des acteurs privés, c'est-à-dire soit des personnes, soit des organisations? Et pour chacune de ces ressources, la deuxième question à se poser, c'est avec quels objectifs? Est-ce qu'elles attendent un service en contrepartie de la ressource qu'elles apportent
ou est-ce qu'elles n'attendent pas de contrepartie, de service en contrepartie de la ressource qu'elles apportent. Très concrètement, si on regarde les membres, s'ils attendent un service en contrepartie, on sera dans une logique de cotisation de type abonnement. S'ils n'attendent pas de contrepartie, on sera dans une logique de cotisation militante. S'agissant des acteurs publics, s'ils attendent une contrepartie, on sera dans une logique de délégation de services publics ou de commande publique, alors que s'il n'y a pas de contrepartie attendue, on sera dans une logique de subvention. Et s'agissant des acteurs privés, s'il y a une contrepartie, on est dans une logique de prestation de services, alors que s'il n'y a pas de contrepartie, on parlera alors de dons pour les personnes et de mécénat pour les organisations. Donc dans le premier cas, c'est-à-dire s'il y a une contrepartie, s'il y a un service en contrepartie de la ressource qui est apportée, on est dans un modèle d'opérateur économique d'utilité sociale. S'il n'y a pas de contrepartie apportée, on est dans un modèle de structure d'intérêt général. Et on insiste beaucoup sur cette distinction parce que derrière ces deux modèles distincts et complémentaires, il y a des ressources mobilisables qui ne sont pas identiques. On souhaite rappeler que les structures d'intérêt général ne sont pas considérées comme des acteurs économiques stricto sensu, et c'est pour cette raison qu'elles bénéficient de ressources qui leur sont spécifiques, des ressources financières comme les dons, le mécénat, ou des ressources humaines comme le bénévolat. Et les acteurs économiques dont le modèle économique repose majoritairement sur du revenu d'activité ne bénéficient pas, elles, de bénévolat. Donc on voit bien que derrière cette distinction, c'est aussi derrière de savoir quels sont les types de ressources que l'on peut mobiliser. Et c'est très important de faire cette distinction parce qu'au-delà des ressources que l'on mobilise, c'est aussi de comprendre les spécificités de chacun de ces modèles et de pouvoir identifier les complémentarités des acteurs qui sont à la manœuvre derrière chacun de ces modèles. Ça, c'était le deuxième thématique qui me paraît très important à aborder pour comprendre les modèles socio-économiques d'intérêt général. Et à partir de cette distinction, le Rameau, avec ses partenaires, ont identifié 7 familles de modèles socio-économiques que l'on vous propose de voir au travers de la vidéo, toujours, qui est disponible sur la plateforme SocioEco, qui va vous expliquer quelles sont les 7 familles de modèles socio-économiques. Dans cette 4e vidéo, nous vous présentons les 7 grandes familles de modèles socio-économiques des associations. Des études de terrain réalisées par l'association Le Rameau ont permis de classer les modèles socio-économiques par famille selon l'origine des financements. Bien entendu, chaque association dispose de plusieurs sources de financement et pourra donc être plus ou moins rattachée à telle ou telle famille. Cependant, chaque association peut identifier un modèle principal, c'est-à-dire la famille dont elle est la plus proche. Une telle analyse permet de se repérer et de se différencier par rapport aux autres grandes familles. Chaque famille dispose d'atouts et de contraintes qui lui sont propres, des environnements dans lesquels elle évoluera facilement et d'autres plus difficilement. Pour agir et grandir, chaque famille dispose aussi de ses outils et de ses leviers d'action qui lui permettront d'évoluer et de s'adapter. Pour le premier modèle, les membres couvrent les principaux besoins de l'association par leur contribution financière ou le temps qu'ils lui consacrent. C'est le cas de nombreuses associations non employeuses dont l'objectif est de fournir des services à leurs membres. Les secteurs concernés sont notamment le sport et le loisir. Liberté d'action et risques financiers limités sont les atouts de ce modèle dont le développement pourra être bridé par des ressources financières contraintes. Pour le modèle 2, appelé prestations et valorisation de savoir-faire, l'association vend des services ou des produits qui couvrent une part significative de ses ressources. C'est le cas pour les domaines de l'insertion par l'activité économique, la formation, la culture, les services à la personne ou le tourisme social. Le chiffre d'affaires garantira autonomie et visibilité de l'activité. Attention au cadre fiscal contraignant et à l'essoufflement de l'engagement bénévole sur ce modèle à tendance commerciale. Dans le modèle 3, l'association contribue à la mise en œuvre d'une politique publique, par exemple à travers une délégation de services publics. Son financement est assuré par des acteurs publics en contrepartie d'un service dont les conditions d'exécution sont encadrées. On retrouvera ce modèle dans le secteur du sanitaire et social,
de la justice ou du handicap. L'implication des acteurs publics sécurise les moyens financiers, mais le cadre d'intervention rigide limitera la liberté d'action de l'association et sa capacité d'innovation. Pour ce quatrième modèle, l'association est majoritairement financée par les pouvoirs publics. Il s'agit du modèle historique de soutien aux initiatives associatives. On le retrouve fréquemment dans l'éducation populaire, la recherche, ou encore la défense des droits et des causes, secteur dont font partie les associations de l'environnement. La souplesse de ce modèle laissera une importante capacité d'initiative, mais l'instabilité liée à l'incertitude des subventions pourra fragiliser l'association. Dans le modèle 5, appelé abondement, l'association peut mobiliser des fonds institutionnels en complément d'un apport privé. C'est notamment le modèle des ONG internationales. La liberté d'action que permet ce modèle nécessite une assise financière solide et des compétences pointues pour échanger avec les partenaires. Dans le modèle 6, l'association est essentiellement financée par la générosité du public ou le mécénat d'entreprise. On retrouve ce modèle parmi certaines associations environnementales et des associations de lutte contre la précarité. Si ce mode de financement permet une grande liberté de parole et d'action, il reste dépendant d'un public très nombreux qu'il faudra toucher et convaincre. Enfin, le modèle mutualisé, en émergence, correspond à la mutualisation entre structures pour réaliser une mission d'intérêt général en prolongement de leurs activités propres. On le retrouve notamment dans la médiation sociale. Un modèle attractif par la stabilité des financements, mais le montage et la gouvernance de tels projets multi-acteurs restent délicats. Vous connaissez désormais les 7 modèles socio-économiques des associations, leurs principaux atouts, mais aussi leurs risques. Ils vous permettent de situer votre propre association, mais aussi de mesurer la cohérence entre son modèle et votre projet associatif. Ainsi s'achève ce cycle de 4 vidéos sur les fondamentaux du modèle socio-économique des associations. Vous êtes maintenant outillé pour aborder la démarche qui vous est proposée. À vous de jouer. Vous l'aurez compris, hein, cette typologie de famille de modèles socio-économiques, elle n'est pas là pour enfermer la réflexion et d'enfermer dans des cases, mais au contraire de pouvoir aider à se positionner, à positionner le modèle économique dominant de sa structure, car chaque modèle qui est présenté finalement correspond à des activités et à des positionnements qui sont différents et complémentaires. Et donc ça fait le lien avec finalement le lien entre le projet associatif et ses missions et le modèle socio-économique. Et c'est ça qui est aussi extrêmement important, c'est que le lien entre les missions qui sont portées par le projet et son modèle socio-économique, il a été rapidement abordé dans la vidéo, mais on aimerait justement du coup vous présenter ces corrélations. Alors pour faire ces corrélations, on a schématisé donc ce que vous avez devant vous dans le PowerPoint. On a fait des corrélations entre les grandes fonctions et les missions rattachées qui peuvent être portées par des structures d'intérêt général et les 7 familles de modèles qui vous ont été présentés. Alors, en termes de grandes fonctions, on retrouve la première, c'est celle de l'engagement, c'est-à-dire que le secteur d'intérêt général, c'est un lieu d'incarnation de l'engagement et il se concrétise par une mission d'animation de l'engagement, par du plaidoyer, par de la représentation des bénéficiaires. La deuxième grande fonction, c'est ce qu'on a appelé expérimentation innovante. Les structures d'intérêt général sont des acteurs de proximité qui captent les besoins et qui ont une capacité à agir sur ces besoins en étant extrêmement innovants. Et donc, cette fonction d'expérimentation, elle se concrétise par des missions de R&D de terrain, de la R&D empirique et également de la capitalisation des connaissances. Et puis, dernière grande fonction, c'est celle d'opérateur.
dans une logique complémentaire à ce que proposent les acteurs publics et privés qui ne peuvent pas intervenir. Le secteur associatif peut être un opérateur et ça se traduit par des missions d'apport de services, d'accompagnement des fragilités, ces missions d'opérateurs pouvant être réalisées par des bénévoles et ou par des salariés. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir justement la corrélation entre les 7 familles et ces grandes missions. Ce qu'on voit, c'est que le modèle socio-économique M1, c'est-à-dire l'autonomie des membres, c'est celui qui est le plus pertinent pour soutenir les missions d'animation, de plaidoyer et de représentation. On voit également que les modèles socio-économiques de financement par tiers, qu'ils soient publics ou privés, ce sont ceux qui sont les plus pertinents pour soutenir la fonction et les missions d'expérimentation, c'est-à-dire de R&D, de capitalisation, mais ça peut être aussi un moyen pour soutenir les missions d'engagement et celles d'opérateurs, notamment celles qui sont portées par des bénévoles. Les modèles socio-économiques de revenus d'activité, eux, ils sont particulièrement pertinents pour soutenir les fonctions et missions d'opérateurs, notamment lorsqu'elles sont réalisées par des salariés, parce que ce sont des modèles qui garantissent finalement une certaine stabilité. Et puis enfin, le modèle mutualisé permet, lui, de soutenir et est particulièrement pertinent pour soutenir les missions d'opérateurs et également de R&D empirique. Donc, on voit bien qu'il y a des corrélations et des croisements à faire entre les grandes fonctions et missions d'un projet et son modèle socio-économique. Et c'est vraiment un enjeu, c'est vraiment extrêmement important quand on se questionne sur son modèle socio-économique, c'est de pouvoir faire le lien entre son projet et son modèle et de vérifier la cohérence entre les missions qui sont réalisées par le projet et son modèle socio-économique. Donc voilà très très synthétiquement et très rapidement ce que l'on voulait aborder avec vous sur les connaissances, le socle de connaissances à avoir sur le modèle socio-économique. Et cher Benoît. Oui, juste un petit mot, bien évidemment, vous avez pu voir pour ceux qui ont ouvert leur chat qu'on peut aussi avoir des réponses en direct sur un certain nombre de questions. Et pour les questions plus génériques, on aura l'occasion, bien évidemment, de les traiter après les séances de témoignages. Donc, n'hésitez pas, soit c'est une réponse qui peut avoir une réponse immédiate, et dans ce cas-là, on le traite par chat, soit sinon, bien évidemment, nous le traiterons après, plus globalement, après les 3 témoignages. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les 3 témoignages qui vont suivre. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mentionner dans le chat et on consolidera tout ça pour qu'on puisse tous ensemble pouvoir y répondre. Et juste information, je vous rappelle aussi que tout est en replay, donc bien évidemment, vous pourrez à la fois revoir et repartager ce que nous sommes en train de dire. Exactement. Donc, s'agissant des 3 témoignages, on est très heureux d'avoir avec nous tout d'abord Brigitte Géraud qui représente le réseau des CPIE en partenariat avec le CRDLA. Vous avez vu des vidéos. C'est grâce notamment à toute la démarche qui a été entreprise par ce réseau et qui va d'ailleurs être une illustration très concrète de la façon dont certaines associations de l'environnement ont d'abord acquis ces connaissances et ensuite ont transformé ces connaissances en compétences. Donc, c'est une illustration très concrète. Ensuite, nous aurons, comme on parle de compétences, forcément, il y a la question de la formation qu'il y a derrière. Et donc, on a avec nous l'association des fonds et fundraisers et notamment sa directrice Yael qui nous parlera du cheminement du parcours qui est en train d'être construit sur cette formation aux modèles socio-économiques. Et puis, par ailleurs, vu que la question des modèles socio-économiques est un sujet qui est extrêmement complexe, on peut se dire aussi que les accompagnateurs peuvent avoir un rôle majeur pour accompagner cette complexité et ces transformations. D'où la question aux accompagnateurs, comment eux-mêmes se sont appropriés ces concepts et ces pratiques. Et nous allons avoir la chance, du coup, d'avoir le retour d'expérience de l'agence RUP avec Marine Conegero, que vous voyez en tout petit en dessous. Alors, sans plus attendre, on va voir le témoignage de Brigitte Géraud, qui est directrice du réseau national des CPIE. Brigitte a malheureusement eu un contretemps, donc elle n'a pas pu être présente en direct avec nous. Elle s'en excuse, bien sûr, mais par contre, elle a tenu absolument à enregistrer son témoignage pour que tout le monde puisse bénéficier de son retour d'expérience. Donc, on écoute Brigitte. Bonjour Brigitte Géraud. Vous êtes directrice de l'Union nationale des CPIE, qui porte les actions notamment du Centre de ressources DLA Environnement. Votre réseau, depuis 2009, s'intéresse particulièrement au modèle socio-économique des acteurs de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous expliquer le cheminement qui a été le vôtre depuis cette dernière décennie ?
Bonjour à toutes et tous. Merci au Rameau pour cette invitation. En effet, le réseau des CPIE, quelques mots de présentation, est un réseau associatif qui a été créé dans les années 70, qui comporte aujourd'hui 80 associations, qui sont toutes des associations professionnalisées, ce qui constitue à peu près 800 salariés dans le réseau et 11 250 adhérents dans nos associations en chiffre consolidé. C'est un réseau qui se dit artisan du changement environnemental. Sa particularité, c'est d'être dans l'accompagnement du changement environnemental avec un ancrage territorial très fort, puisqu'il ne s'agit pas de prendre l'environnement dans sa globalité, mais en relation avec le territoire d'implantation de l'association. Alors, de fait, nous sommes intéressés depuis 2009 à la question des modèles socio-économiques, ce qui n'était pas une évidence puisque on était plutôt en 2009, dans la période 2009-2013, je vais vous décrire ce parcours en 6 étapes, 2009-2013, sur des sujets d'analyse financière. Et comme c'était un peu un moment bascule dans notre réseau où on se rendait compte qu'il fallait s'intéresser aux questions économiques de plus près, il s'est agi de faire une analyse importante avec le concours de France Active DLA Financement. Nous avons réalisé une enquête sur 40 comptes de résultats et sur 5 ans, ce qui veut dire qu'on avait la moitié de notre réseau analysé sur 5 ans, ce qui nous a permis de véritablement tirer un certain nombre d'informations sur la situation économique de ce réseau et de prendre conscience qu'il y avait un double modèle, un modèle de subvention et un modèle de prestation de services, mais avec un certain nombre de questionnements que ça nous a inspiré. Et du coup, c'est ce qui nous a amené dès 2012 à l'étape numéro 2 de se dire finalement, c'est pas tant d'analyse financière dont on a besoin, c'est plutôt de penser le modèle de ressources par rapport à nos projets associatifs. Et c'est là où, avec l'aide du Rameau, on a commencé à réfléchir et à se dire, passons de l'analyse financière, quand on fait de la prestation de service, est-ce que c'est rentable, pas rentable, est-ce que la subvention est un modèle qui convient à nos projets, etc. On est véritablement passé à la phase de se dire quelles sont les ressources, quels sont les modèles de ressources qu'il faut que nous comprenions pour regarder comment on peut mieux les adapter à notre projet associatif. Et l'inverse est vrai aussi. Comment, au regard de notre projet associatif, comment on peut faire évoluer notre projet associatif en se demandant quelles sont les ressources que l'on peut mettre en face. Ce qui est un véritable changement de paradigme et je ne pense pas trop insister en disant ça, pas trop exagérer. Cette période-là, on la partage avec notre réseau. Et dès 2013, on se dit c'est quand même vraiment un concept puissant de réfléchir en modèle économique. C'est vraiment un enjeu majeur pour les associations de notre réseau, mais pas seulement. Et comme nous portons le centre de ressources DLA Environnement qui vient en appui au réseau DLA, qui lui-même accompagne les associations sur les territoires, on ouvre cette réflexion, toujours avec le Rameau et aussi avec l'ADASI et toujours avec France Active, on ouvre cette réflexion à l'ensemble des réseaux qui composent le centre de ressources DLA Environnement et qui sont toutes des têtes de réseau du secteur associatif environnemental. C'est donc une prise de conscience de secteur que ce sujet des modèles économiques est véritablement très important. Étape suivante, en numéro 4, et on avance dans le temps, on est là dans un moment où on se dit il faut passer à l'acte. Et pour passer à l'acte, rien de mieux qu'une expérimentation. On va chercher 8 associations issues de nos réseaux du CRDLA Environnement, et ces 8 associations expérimentent un dispositif où commencent à repérer
à travers de l'outillage qui se construit dans ce même temps, commence à repérer ce que ça peut vouloir dire que d'analyser, de comprendre, de mesurer ce qu'est leur modèle économique et surtout de comprendre est-ce qu'il est en adéquation véritablement à leur projet associatif ou comment faudrait-il le faire évoluer. Donc là, on a le concours, vous le voyez sur le slide qui est présenté, bien sûr toujours du rameau, mais sont à la manœuvre particulièrement là, dans cette phase-là, l'ADASI et Terre d'Avance, cabinet conseil qui vient nous aider à monter cette expérimentation. Fort de cette expérimentation-là et de ces résultats, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre, à l'étape 5, où le CRDLA Environnement, puisqu'il a comme vocation à outiller le secteur du DLA, des chargés de mission DLA en territoire et des associations de l'environnement in fine, crée une plateforme qui s'appelle Trajectoire Socio-Éco. Et dans Trajectoire Socio-Éco, eh bien, on retrouve des fiches outils, on retrouve des petites vidéos descriptives de comment se poser des questions sur le modèle économique. Vous en aurez peut-être d'ailleurs quelques exemples dans ce webinaire, et des parcours qui sont identifiés. C'est en fait une espèce de boîte à outils pour commencer à comprendre et à se mettre en dynamique de modèles socio-économiques pour progressivement passer de la connaissance à la compétence. Et enfin, dernière étape de ce parcours-là, c'est la phase qui est d'ailleurs toujours en cours de l'essaimage frugal de ce que l'on a fait. Dans notre réseau des CPIE, c'est 18 directions sur les 80 CPIE, 18 directions de CPIE qui se lancent dans un parcours d'accompagnement sur le modèle socio-économique avec la DASI et qui capitalisent là-dessus. D'ailleurs, une part de la capitalisation est aussi versée au centre de ressources DLA avec des fiches qui sont à nouveau produites sur ce retour d'expérience. Et puis, c'est un soutien qui nous arrive du ministère de la Transition écologique qui jusqu'alors ne se préoccupait pas de cette question des modèles socio-économiques des associations qu'il soutient par ailleurs. Et puis, c'est aussi, malheureusement, en 2020, cette pandémie que nous ne souhaitons pas voir arriver, mais qui est là, et qui finalement, eh bien, dont finalement nous faisons une opportunité pour aller un cran plus loin et pour lancer, avec le soutien de la Fondation RTE qui nous a suivis sur ce sujet-là, un accompagnement d'un certain nombre de directions de notre réseau qui le souhaitent pour prendre conscience de ce que la pandémie crée, de ce qu'elle révèle de fragilité ou d'opportunité de changement dans les modèles économiques. Et du coup, c'est une façon d'aller encore plus loin dans l'acquisition progressive de ces compétences et surtout dans leur utilisation pour véritablement les mettre au service de l'association. Merci Brigitte. Alors en termes de compétences acquises, quels sont les enseignements de cette décennie d'expérimentation et de retour d'expérience finalement ? Alors, tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une première étape qui ne se voit pas vraiment sur le schéma que j'ai commenté tout à l'heure, qui est cette étape de la prise de conscience. C'est-à-dire qu'avant même, en 2009, on se dit on fait de l'analyse financière. Mais avant même de se dire on fait de l'analyse financière, c'est quoi ce concept de modèle socio-économique ? Et c'était une non-question jusqu'à ce qu'on se dise on va faire de l'analyse financière. Donc déjà, la prise de conscience en soi, c'est une compétence acquise et c'est un véritable acquis pour le réseau. Je pense qu'il y a encore des réseaux associatifs qui n'ont pas encore eu ce déclic de la prise de conscience. Premier élément. Deuxième élément qui est vraiment important, c'est la prise de conscience par de plus en plus de directions associatives de l'environnement et en particulier de notre réseau que je connais le mieux, du fait que les directions en posture stratégique switchent tout de suite et comprennent tout de suite quelle est l'articulation avec le modèle économique. Bien sûr, le travail après est à faire, mais une fois qu'elles ont compris que leur rôle est un rôle de positionnement stratégique, elles le relient à un modèle économique et les déclics pour agir
se font beaucoup plus spontanément. Ça, c'est vraiment un acquis très très fort. Troisième dimension, c'est qu'aujourd'hui, avec le contexte Covid, je l'ai énoncé rapidement tout à l'heure, bien sûr, ça révèle des fragilités, mais c'est une opportunité pour accélérer sur les modèles économiques. Et le lancement qui vient juste on n'a pas encore de retour suffisant, on partagera un premier retour prochainement, mais le lancement de cet accompagnement individualisé de direction sur le sujet nous montre que la maturité est maintenant là et qu'on va passer un cap d'accélération de la mise en œuvre des compétences acquises sur le sujet. Et enfin, ce qui est devant nous, c'est que au-delà de la posture stratégique et des directions, il y a véritablement la dimension de comment ce passage se fait vers les gouvernances et comment toute la structure porte le sujet modèle économique pour que dans les différentes étapes de la vie de notre réseau et de nos différentes postures au fil du temps d'innovation, en particulier associative sur l'environnement, comment on a toujours en tête ce cap modèle économique qui est extrêmement structurant pour la vie d'une association. Merci beaucoup Brigitte, merci pour votre témoignage, à très bientôt. Merci également, bonne suite de séminaire à vous. Donc voilà le témoignage de Brigitte Géraud, comme vous l'avez entendu, il est très passionnant, très riche, il date déjà il y a un beau retour d'expérience de plusieurs années. On voit donc que cette question de la connaissance à la compétence, ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'où l'intérêt de réfléchir à de la formation et de réfléchir aussi avec des accompagnateurs pour accélérer cette prise de conscience et cette montée en compétences. Donc ça me fait le lien avec Yael Laferriette, vous êtes directrice de l'Association française des fundraisers et cet enjeu de formation, vous l'avez bien perçu et intégré. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là où vous en êtes aujourd'hui sur la question des modèles socio-économiques? Yael, c'est à vous. Et vous avez la main, sur le PowerPoint si vous le souhaitez. Il faut activer votre micro par contre. Ah. Activé. Alors, on ne vous entend pas. On va voir. Ah, elle est partie, elle va revenir. On n'entend plus du tout là. C'est rare pourtant de ne pas entendre Yael, hein, parce qu'elle est un peu comme moi. Hein. Généralement, on l'entend bien. Vous m'entendez là? Voilà. Ah, j'ai quitté pour mieux revenir. Voilà, exactement. Ça va partir pour mieux revenir. Bonjour à tous. Merci Elodie. Ravie d'être là parmi vous pour parler des travaux en cours justement sur ce passage de la connaissance à la compétence. Alors rapidement pour vous expliquer ce qu'est l'Association française des fundraisers. Nous existons depuis bientôt 30 ans. On va fêter nos 30 ans en 2021 avec deux piliers forts de notre action. D'une part, nous sommes un réseau qui fédère des professionnels de la collecte de fonds, du fundraising, du mécénat, de tous les univers de l'intérêt général. Donc, on a été initialement un club qui fédérait plutôt des acteurs du monde associatif traditionnel, on va dire des grosses ONG, comme Médecins du Monde, qui a fait partie des acteurs fondateurs. Et progressivement, on est devenu un centre de formation. Le tronc commun de tout ça, c'est une logique de professionnalisation de ces métiers, une logique d'accompagnement des acteurs dans la montée en compétences et une démarche très orientée sur l'échange et le partage des pratiques entre pairs. Donc, même au sein de nos formations, ce sont toujours les professionnels eux-mêmes qui interviennent, donc les praticiens. Marine, qui interviendra avec sa casquette RUP, est d'ailleurs formatrice à l'AFF également, et nous accompagne sur le travail qu'on est en train de mener avec le Rameau pour monter un programme de formation autour du MSE.
Alors, pourquoi est-ce que l'AFF souhaite porter… Ce que je n'ai pas dit qui est important, c'est que nous comptons 1000 adhérents et que, plus de 1000 adhérents, et que nous fédérons des individus. Donc, c'est un élément important parce que nous avons, et on va le redire, un prisme très orienté sur la compétence des individus. Alors, pourquoi l'AFF souhaite porter cette approche et former les fundraisers au MSE? Alors, déjà, depuis un certain temps, on se sent très à l'étroit dans le vocable fundraising et on préfère parler de développement des ressources, qui est une approche beaucoup plus ouverte, qui intègre d'autres ressources du type bénévolat, on l'a évoqué, du type compétences, voilà, d'autres actions ou d'autres ressources que la partie purement financière à laquelle nous réduit la notion de fundraising. On est convaincu depuis toujours de la nécessité d'avoir une approche stratégique du fundraising. On est assez proche de ce qu'a évoqué Élodie initialement sur la question de tout ça. Finalement, c'est au service de quoi? C'est au service d'un projet associatif. Dans toutes nos formations, on part des fondamentaux que sont la vision, mission et les valeurs de l'organisation. Et aujourd'hui, d'ores et déjà, avant même d'avoir travaillé sur cette formation au MSE, on a nos formateurs sur les fondamentaux qui ont déjà intégré les tableaux et les travaux du rameau pour présenter le MSE de manière un peu macro, mais pour commencer à initier cette réflexion et avoir une approche plus ouverte. Alors, pourquoi encore? Pourquoi aujourd'hui, comme l'a dit Brigitte Giraud, dans ce contexte de crise, eh bien c'est vraiment crucial. Elle a parlé d'approche frugale. Je vais faire référence, puisqu'on sort de 3 jours de conférences autour de l'innovation. Nous avions le plaisir d'avoir l'auteur de l'innovation jugale, qui est en fait l'innovation frugale. L'innovation jugale, redevenons ingénieux, Navi Raju, qui a écrit donc cet ouvrage, qui nous parlait de, finalement, regardons les ressources dont nous disposons. Ce verre à moitié plein, au lieu de regarder sans arrêt le verre à moitié vide de ce dont nous avons besoin. J'ai trouvé que ça illustrait pas mal cette démarche qu'on mène collectivement. Et puis, il y a quelque chose qui est cher à Charles Benoît, c'est la vision hélicoptère. C'est vrai que quand on est le nez dans le guidon, il y a beaucoup de richesses qu'on ne voit pas. Quand on prend de la hauteur, quand on prend une vision 360 des sujets, eh bien, on peut mettre en place ce qu'évoquait Brigitte Giraud, cette fameuse posture stratégique, et mettre en action une véritable vision. Donc, c'est ce qu'on aimerait proposer, et on pense que les fundraisers eh bien, peuvent être, en tout cas, des bons chevaux de Troie pour intégrer cette démarche dans leurs organisations, parce qu'ils ont déjà une culture professionnelle assez propice à l'appropriation des sujets de modèles économiques. Voilà, ça fait partie de leur culture métier. Ils sont déjà souvent impliqués sur des sujets d'hybridation des modèles. Parfois, ça peut être aussi uniquement à travers des sujets de valorisation. C'est souvent eux, par exemple, qui vont être aux manettes dans le secteur culturel sur la partie merchandising. Ils ont souvent dans le secteur universitaire des liens avec ceux qui font la valorisation des recherches. Donc, c'est déjà des acteurs qui sont sur ces sujets d'hybridation et de vision transversale des ressources des organisations. Alors, les enjeux pour les fundraisers, eh bien aujourd'hui, ça va être le comment. Le comment parce qu'ils ont besoin de connaissances et ils ont besoin de ces fameuses compétences dont on a parlé. D'où ce projet d'alliance Rameau AFF
avec l'articulation des temporalités autour de la sensibilisation. Donc, on irrigue à travers ce genre de webinaire. Et puis, ce travail de co-construction, qui est vraiment une véritable rencontre de deux cultures assez radicalement différentes, puisqu'on a d'un côté une logique de praticiens de terrain qui conceptualise assez peu et qui est très dans l'approche pratique. Voilà, on a commencé à conceptualiser un certain nombre de choses dans nos formations, mais on n'est pas dans, disons, on n'est pas un centre de recherche comme l'est le Rameau. Et donc voilà, on est dans cette logique de co-construction autour de différentes choses qu'on a mises en place. Donc, des webinaires de sensibilisation qui ont démarré en début d'année 2020, avec un premier webinaire le 6 février. On a été heureux de pouvoir se retrouver physiquement, mais passer entre les gouttes du deuxième confinement avec une conférence dans un très beau lieu, puisque c'était à l'Hôtel de Ville de Paris, dans de très beaux salons qui nous ont fait du bien. Et donc, on a organisé cette conférence pour poursuivre cette sensibilisation et donner envie d'aller plus loin. Et puis, nous sommes en plein travail, là, sur le montage d'un module de formation ou d'un parcours de formation dont on aimerait mener les pilotes, dont on va mener le pilote en 2021, et qui a donné lieu, là en amont, le 6 octobre, à un atelier de co-construction avec différentes personnes, différents professionnels qui avaient eux-mêmes mené ce genre de travaux au sein de leur organisation ou qui étaient intéressés par ces questions ou qui avaient conceptualisé des parcours de formation sur des thématiques connexes et qui se sont prêtés au jeu de nous apporter leur regard sur nos propositions. Alors, c'est vraiment un processus et un travail en cours qui demande beaucoup d'aller-retour entre Marine, Élodie. C'est vraiment, elles sont très, très actives sur ce sujet. Merci à elles. Et puis, avec Charles Benoît et moi-même, on confronte nos regards, nos approches et on avance. Alors, on avance, disons que même sur la partie cible, finalement, pour qui on a un peu évolué au fil de nos réflexions. C'est vrai que c'est un sujet tellement complexe que, eh bien, il faut le positionner au bon niveau dans les organisations. Donc, ça nous posera un certain nombre de questions sur les prérequis, par exemple, qu'on va pouvoir poser sur le type de fonction occupée par les personnes qui participeront. Donc, il n'est pas évident que dans toutes les structures, des responsables ou des chargés de développement des ressources puissent avoir accès à une telle formation. Ça pose la question de la légitimité de la personne qui va porter cette démarche dans son organisation. Donc, voilà, il y a un certain nombre de sujets un peu stratégiques, puisqu'on a bien évoqué, Brigitte l'a évoqué précédemment, cette notion finalement d'être en capacité d'embarquer sa gouvernance et encore une fois, cette logique de posture stratégique. Et ce qui, il est à double entrée, puisqu'il y a les compétences qui vont être portées par les individus, et puis il y a les organisations dans lesquelles elles vont être mises en œuvre. Et tout nos allers-retours portent un peu sur cette logique d'articulation entre les besoins des organisations et les compétences dont nous allons vouloir doter les individus. Alors, Élodie a déjà abordé ce sujet en introduction. Parmi les compétences clés, nous avons bien entendu les savoirs qui ont été développés par le Rameau, les savoir-être
qui sont multiples. On a parlé de sens politique, de leadership. Et après, il y a des choses, parfois, on ne sait pas si on doit les mettre sur un registre de savoir-être ou de savoir-faire. Par exemple, la posture stratégique, c'est un savoir-être, mais c'est aussi un savoir-faire. Ça demande quand même une certaine démarche. Donc, on est vraiment dans cette temporalité-là d'affiner les compétences clés, d'affiner ce qui va être de l'ordre de prérequis, parce qu'on ne va pas former à la gestion de projet, et finalement, il y a une dimension de gestion de projet dans ce travail-là. On ne va pas. Donc, le scope peut être très, très large. Ce sont des sujets complexes, puisqu'ils sont vraiment, si on reprend la notion de vision hélicoptère, ils portent sur l'ensemble de l'organisation. Mais nous, il faut qu'on réussisse à trouver les bons angles et les bonnes approches. Donc, ça nous amène à, ça c'est vraiment notre work in progress que je vous livre là, à proposer des choses avec une approche un peu hybride, même plus qu'hybride, puisqu'il y a 3 piliers, on va dire. Il y a un pilier qui va être l'acquisition des connaissances et des fondamentaux du MSE, donc les clés et les outils dans un tronc commun qui va pouvoir être délivré en inter ou en intra, inter étant pour des associations venant d'organisations diverses, ou en intra à l'intérieur d'une même organisation pour former plusieurs personnes de l'organisation à cette démarche. Et ensuite, cela peut amener à une logique d'approfondissement et de mise en pratique qui sera plutôt de ce qu'on va appeler de la forme-action, qui peut être là aussi en inter ou en intra, pour permettre d'aller mettre les mains dans le cambouis. Donc, au final, on s'est orienté vers une logique qui est beaucoup plus dans l'acquisition de compétences, également par la pratique et la mise en œuvre, ce qui nécessite très rapidement de pouvoir embarquer plusieurs personnes dans les structures ou de pouvoir avoir réellement un fil rouge, si on a une seule personne d'une structure, qu'elle puisse réellement travailler sur son cas et embarquer des personnes de son organisation quand elle sera de retour dans son organisation. J'espère que j'ai été claire sur là où nous en sommes. On va compter sur vous pour montrer votre intérêt à prendre part à ce pilote. On travaille aux modalités de financement de ce pilote avec l'équipe du Rameau et on espère pouvoir faire évoluer ces pratiques tous ensemble au service de vos projets associatifs et de cette prise de hauteur qui est nécessaire aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est. Donc, c'est un parcours qui va de la connaissance avec ce tronc commun, le volet compétences et approfondissement, formation inter ou intra, quand pilote en 2021, et il y a, pour aller plus loin, une partie qui est de l'ordre de l'accompagnement des organisations qui ne souhaiteraient pas forcément se former, mais qui souhaiteraient être accompagnées. Et là, je vais passer la parole à Marine qui va nous parler des accompagnements et des logiques d'accompagnement qu'elle a pu mener et comment elle est tombée dedans déjà. Comment est-elle tombée dedans toute petite ? Une transition, Yael, dingue. Merci. Bon, merci Yael. On voit que c'est un sujet qui nous occupe tous et j'espère que l'appel à intérêt va être réel pour qu'il y ait ce fameux pilote en 2020 qui soit une... Il a déjà commencé, hein. Je suis en train de répondre en direct. Il y a des personnes qui sont intéressées, donc c'est très bien, c'est très positif. Du coup, ça veut dire qu'avec l'équipe de l'AFF, on va encore plus s'activer pour que ce parcours-là soit effectif le plus tôt possible en 2021. Alors, merci Yael, parce que du coup, la transition est toute faite.
On a la chance d'avoir avec nous une représentante de l'agence RUP, Marine Conegero, mais qui n'est pas seule au sein de l'agence à travailler sur la question des modèles socio-économiques, puisque avec vous, il y a aussi Valérie Maillard. Donc, vous êtes consultant, vous accompagnez les associations et les fondations dans leur réflexion au modèle socio-économique. Mais du coup, la première question qu'a déjà commencé à poser Yael, finalement, c'est comment vous avez été amené finalement à vous intéresser à ce sujet des modèles socio-économiques? Bonjour à tous, merci Yael, merci Elodie, merci Charles Benoît. En fait, d'abord je tiens à excuser Valérie qui aurait bien voulu être avec nous aujourd'hui mais qui ne peut pas, donc Valérie Maillard. Ça a été une histoire de rencontre justement avec Valérie Maillard, cette découverte des modèles socio-économiques, une histoire de rencontre, de complémentarité avec elle et aussi et surtout je pense de curiosité et de ténacité. Donc en fait, nous, ça s'est passé en 2017, donc c'est assez récent finalement. Donc en 2017, Valérie, elle est en train de répondre avec l'agence Relations d'utilité publique à un appel d'offres du FRIO pour Terre des Hommes France. J'y reviendrai un peu plus tard dans mon témoignage sur comment ça s'est passé ensuite avec Terre des Hommes France. Et du coup, Valérie, elle veut proposer une nouvelle approche à cette association et elle me propose de réfléchir avec elle à cette nouvelle approche et de le faire ensemble. Et du coup, elle m'envoie un tas de liens vers les travaux du Rameau sur les modèles socio-économiques d'intérêt général et aussi vers le site Trajectoire socio-économique construit par le CRDLA Environnement. Voilà, donc c'est comme ça un peu que je suis tombée dedans, un peu par hasard, même si je connaissais déjà le Rameau et que je connais le secteur de l'intérêt général depuis longtemps. Donc d'ailleurs, pour bien comprendre, je vais prendre juste 2 minutes pour présenter Valérie et moi, en tout cas nos expertises initiales, avant de tomber dans le modèle socio-économique et nos parcours. Donc Valérie et moi, on est consultantes indépendantes depuis 5 ans et on collabore avec l'agence Relations d'utilité publique sur certains sujets, en lien notamment avec le fundraising, la collecte de fonds privés, et les modèles socio-économiques. Donc moi, mon expertise de base, je suis experte en collecte de fonds privés, spécialisée sur la collecte auprès des entreprises et des grands donateurs. Et j'ai fait, avant d'être consultante indépendante, j'ai travaillé pendant 10 ans pour uniquement le secteur de l'intérêt général, pour plusieurs associations, sur des postes de recherche ou de développement des ressources. Et Valérie, elle a un parcours très intéressant aussi, puisqu'elle a toute une première vie professionnelle dans le secteur marchand, où elle occupe des postes où elle travaille sur la communication, à l'organisation d'événements, à la communication interne et à l'accompagnement à la conduite du changement. Donc, elle a cette première vie dans le secteur marchand, puis ensuite, elle fait un virage vers le secteur de l'intérêt général en travaillant notamment pour l'UNICEF et l'Envol sur des questions d'abord de fundraising. Et elle est plutôt experte, vous voyez son expertise à l'écran, des partenariats entreprises, mais aussi de la communication au service de la collecte. Donc, on avait des expertises connexes et complémentaires sur lesquels qu'on avait en commun. Donc, avant 2017, on avait déjà échangé sur nos pratiques et puis on avait un constat commun. C'est qu'on venait souvent nous consulter pour des difficultés à collecter ou à communiquer avec une attente très opérationnelle. Donc, ça pouvait se traduire, par exemple, par des demandes comme « on a besoin d'un positionnement plus clair » ou « ce qui nous manque, c'est un discours attractif et différenciant ». Ou alors, on est en déficit structurel depuis 2-3 ans, on veut trouver des nouveaux mécènes, des nouveaux donateurs ou des nouveaux philanthropes. Ou alors, on doit revoir notre modèle économique parce que les subventions publiques sont en baisse. Et puis, nous, avec Valérie, quand on creusait les sujets avec le client avant de démarrer un accompagnement et de lui proposer quelque chose, on se rendait compte qu'en fait, la difficulté opérationnelle qui était exprimée, en fait, c'était le symptôme d'un problème un petit peu plus profond qui était lié à la stratégie du projet, parfois, ou à la mise en musique de ce projet-là, donc le modèle socio-économique et les 3 piliers dont Elodie a parlé tout à l'heure. Et du coup, nous, en tant qu'accompagnateurs avec Valérie, on n'avait pas de solution. On se retrouvait un peu démunis, on n'avait pas de solution réellement pour à la fois répondre à la demande opérationnelle du client et adresser le véritable enjeu, le véritable nœud à démêler avant de pouvoir répondre à la problématique opérationnelle. Du coup, pour nous, quand on a lu les travaux du Rameau, en tout cas pour moi, vraiment, je pense que ça a été pareil pour Valérie, pour moi, ça a été presque une révélation. Et je reprends un peu le démarrage en introduction où Charles Benoît disait
que c'était la construction d'une culture commune. Le fait de prendre conscience que dans l'intérêt général, oui, il y avait de la diversité, mais il y avait aussi des modèles communs. Et c'est vrai que moi, à la lecture de ces travaux-là, ça a été vraiment quelque chose de fondamental et d'incroyable. Et puis, les témoignages aussi qu'on peut découvrir, moi, j'invite vraiment tous ceux qui sont intéressés à aller sur la plateforme Trajectoire socio-économique. Il y a des témoignages vidéo d'associations qui ont mené une démarche et on voit qu'ils sont tous satisfaits, on voit que les bénéfices de l'association, c'est vraiment incroyable, quoi, le retour d'expérience que peuvent avoir ces associations-là. Et donc, du coup, on avait ici quelque chose qui confirmait notre intuition, c'est qu'on avait à notre disposition une décennie de recherche, donc une matière très riche, prolixe, qui allait nous permettre d'imaginer des accompagnements pour apporter une réponse à la hauteur des enjeux du secteur. Et c'est de là que c'est parti. Merci Marine. Alors donc on comprend bien que vous êtes acculturée à tous ces concepts et à la démarche. Comment du coup, comment vous avez passé de cette connaissance à la compétence des accompagnateurs, c'est-à-dire à celle d'accompagner la transformation des modèles socio-économiques des structures qui sont venues vers vous? Oui, parce que c'est une chose d'avoir la matière, mais c'est autre chose d'imaginer des accompagnements et d'être en capacité à la fois de transmettre la connaissance, mais aussi de faire, d'accompagner le projet de transformation ou en tout cas de faire réfléchir la structure sur son sujet. Donc nous, en fait, on y croyait tellement qu'on s'est auto-formé. On y a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On s'est littéralement plongé dans tous les travaux qu'on trouvait sur le rameau, sur la plateforme Trajectoire socio-économique, où il y avait aussi d'autres études américaines sur lesquelles on était tombés qui nous ont aussi aidés. Et puis, tout simplement, on a appris en marchant, in vivo. On s'est dit, on y va, on propose, en fonction des problématiques qui nous arrivaient, qui nous étaient posées par des clients ou des structures, on proposait des accompagnements pour répondre à leurs problématiques en injectant comme ça une démarche autour du modèle socio-économique. Et puis après chaque temps d'accompagnement, on prenait le temps de modéliser notre approche, de modéliser nos outils et tout ça, on l'a fait au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'est né c'est comme ça qu'est né au sein de l'agence RUP. Donc là, vous voyez l'agence Relations d'utilité publique. Et c'est comme ça qu'au sein de cette agence est née l'approche PEPS. Donc c'est une approche qu'on a modélisée, sur laquelle je vais revenir rapidement et je voulais vous expliquer. Donc d'abord, pour construire l'accompagnement PEPS et la démarche PEPS, on est parti vraiment de la matière du rameau. Et on voit bien d'ailleurs dans la trame de cette approche qu'on retrouve la trame qui est mise en avant sur la plateforme Trajectoire socio-économique, où on va réfléchir d'où on part d'abord, pour ensuite donc analyser les 3 piliers du modèle socio-économique, le projet, et réfléchir dans un second temps sur nos ambitions. Donc, quel projet, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Et à partir de cette ambition-là, en temps 3, pouvoir définir, dégager des stratégies qui vont être le comment y aller. Et donc, ces stratégies peuvent être des stratégies de collecte de fonds, des stratégies de renforcement de la gouvernance, des stratégies de communication, de positionnement de marque, d'influence ou de mobilisation bénévole, qui sont des expertises qui existent déjà au sein de l'agence Relations d'utilité publique. Et comme ça, nous, on faisait comme ça le lien avec les expertises mères historiques de l'agence Relations d'utilité publique. Et donc, il faut bien savoir que pour construire cet accompagnement, on s'est basé sur toute une série de fiches outils. Brigitte Giraud en a parlé, il y a toute une série de fiches outils qui sont disponibles sur le site Trajectoire socio-économique, dont les associations qui sont intéressées ou les individus qui suivent le webinaire peuvent s'emparer pour commencer à amorcer eux-mêmes de manière très autonome la réflexion sur leur modèle socio-économique. Et puis ensuite, très concrètement, fort de ça, de la matière brute qu'on avait, nous, on a quand même rajouté notre patte, nos savoir-faire, notre expertise. Parce qu'on n'est pas, avec Valérie, on ne fait pas du conseil pur, c'est-à-dire qu'on n'avait pas envie de faire 2-3 séances, livrer notre conseil, où on dit, voilà, du coup, là, vous avez des fragilités à ce niveau-là sur votre modèle socio-économique, il faudrait activer ça, ça, ça. Et puis ensuite, fort de ces recommandations,
vous mettez ça en place de manière autonome. Nous, on voulait vraiment créer, encore une fois, un peu comme on le fait là avec l'AFF, un parcours d'accompagnement où on allait faire avec le client, on allait grandir avec le client et l'aider à lever les obstacles et les difficultés qu'il allait pouvoir rencontrer tout au long du parcours. Donc, par exemple, on a imaginé des ateliers de travail, des séminaires de lancement pour faire travailler ensemble les équipes. Ce qui est pas toujours facile dans les associations de refaire travailler collectivement les structures sur ces sujets complexes et transversaux. On a aussi séquencé l'accompagnement avec des temps de partage, ça nous semblait important, que ce ne soit pas une équipe réduite qui travaille dans son coin et puis qu'ensuite on n'arrive pas à faire en sorte que la structure s'approprie la démarche et les transformations induites. Donc régulièrement dans l'accompagnement, on fait ce genre de temps de restitution avec un débat au sein de l'association pour qu'il y ait appropriation. Et puis on a aussi adapté les outils qui étaient à disposition dans le site Trajectoire socio-économique. On a adopté ces outils MSE à la pratique qu'on pouvait en voir, aux limites que ça pouvait rencontrer, et on continue de les adapter aujourd'hui un peu en fonction des clients. On voit que parfois, selon les situations, il faut, sans changer l'esprit de l'outil, quand même l'adapter à chaque accompagnement. Mais aussi, on a souhaité réintroduire des outils dont on se servait, je veux dire, de manière plus conventionnelle avant le MSE, parce que ça nous manquait. Donc, par exemple, on a réintroduit le travail sur le bloc identité dont parlait Yael tout à l'heure, le bloc vision, mission, valeur, recherche sur l'unicité et sur les principes d'action. Ça, c'est des choses qu'on a réintégrées dès le diagnostic en temps 1 dans D'où partons-nous. Voilà, et puis on a aussi produit un peu de matière pour transmettre. Et du coup, pour chaque client aujourd'hui, on a un peu de la matière, différentes briques pour créer un parcours sur mesure. Donc, il y a des outils incontournables, des temps incontournables qui reviennent à chaque fois, mais on a aussi des briques un peu sur mesure qu'on utilise en fonction du contexte de l'organisation, de son problème, voilà, et du format d'accompagnement qui lui va le mieux. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit bien dans votre démarche, ça a été une démarche apprenante et que du coup vous vous adaptez au fur et à mesure au contexte auquel vous êtes confronté. Et du coup, est-ce que vous avez été confronté à des difficultés que vous avez levées et est-ce qu'il y a encore des difficultés auxquelles vous êtes confronté? Oui, bien sûr, on a rencontré des difficultés, on en rencontre encore. La principale difficulté, je pense que c'est lié, c'est ce que Brigitte Giraud évoquait quand elle parlait de prise de conscience. C'est vrai que l'absence de prise de conscience et le fait que ce soit quand même un sujet complexe, encore un peu confidentiel, même si ça l'est moins aujourd'hui, et je suis super contente qu'il y ait des webinaires, que l'AFF s'empare du sujet, que voilà, les programmes du rameau, c'est vraiment des choses passionnantes. Je sais qu'il y a des partenariats aussi beaucoup plus larges qui sont en construction sur le sujet, notamment avec le rameau, et ça, c'est vraiment incroyable parce que c'est vraiment un blocage. Quand on démarre en 2017, il n'y a pas de mode d'emploi, il y a peu de sensibilisation, c'est un sujet d'initié. C'est une approche transversale aussi qui bouscule les pratiques et les grilles de lecture habituelles. Et du coup, quand on en parlait autour de nous, on en regardait un peu avec des grands yeux. Alors, des grands yeux intéressés, mais alors de là à s'emparer du sujet pour sa structure, à devenir ce fameux cheval de Troie qui va réussir à sensibiliser en interne, et puis ensuite à vouloir investir dans un accompagnement, il y avait quand même un chemin. Donc oui, la conséquence de ça, c'est en amont d'accompagnement, c'est que nous, on doit vraiment prendre notre bâton de pèlerin pour proposer une solution à des clients, une solution dont ils n'ont jamais entendu parler, donc avec qui il faut quand même faire beaucoup de pédagogie. Donc, du coup, c'est une première difficulté pour convaincre en interne. Et puis, la deuxième difficulté, c'est pendant l'accompagnement. Pendant l'accompagnement, c'est important que le client comprenne bien ce que c'est que le modèle socio-économique et ce qu'il est en train de faire. Et ça, cette prise de conscience-là et de cette intégration des connaissances, elle peut être un peu longue. Et comme en plus, c'est un processus qui peut être long, faut quand même compter en moyenne, ça peut être mené en 3-6 mois, mais en moyenne, en réalité, c'est plutôt 12 mois d'accompagnement. C'est des temps qui sont un peu longs. Et il y a des temps de travail qui sont assez laborieux, puisque comme le disait Elodie, on est vraiment sur une approche très objective, très quantitative. On va regarder les chiffres, on va analyser vraiment le modèle. Donc, on est à certains égards sur quelque chose d'un peu laborieux à certaines périodes. Et il y a toujours un moment de flottement avec le client quand on est en cours d'accompagnement.
qui est levé assez vite hein, en réexpliquant et en reprenant un peu les bases. Et puis, une fois que le client voit le résultat, il comprend un peu, il recomprend ce qu'il était en train de faire. Donc, c'est vrai que c'est très important qu'il y ait une formation, notamment auprès de l'AFF, pour qu'on puisse avoir des ambassadeurs en interne du MSE, notamment, même si la structure décide de se faire accompagner en externe, pour avoir des personnes relais en interne et des fundraisers. Je suis convaincue que les fundraisers sont une des personnes peuvent remplir ce rôle-là. Donc, emparez-vous de ces sujets-là, fundraisers, puisque c'est le moment, et puis parce que je pense que ça va vraiment apporter beaucoup à votre structure, à vous, à vos pratiques. Et donc, c'est important d'avoir cette personne relais en interne qui va pouvoir, sur lequel va pouvoir s'appuyer aussi l'accompagnateur et être en dialogue avec l'accompagnateur. Voilà. Merci, Marine. Juste, oui, pour terminer, je voulais juste donner des exemples concrets. Alors là, hop, parce qu'on sait que c'est des difficultés, mais c'est aussi des accompagnements qui sont terriblement efficaces, mais vraiment, vraiment terriblement efficaces sur le long terme. On avait le témoignage de Lisiane André pendant la conférence du 15 septembre qui mettait ça en valeur. Mais pour juste vous résumer, donc on avait par exemple l'association Terre des Hommes France et on a accompagné la fondation Daniel Mitterrand. Et donc il y avait des problématiques, par exemple Terre des Hommes France, c'était un contexte politique particulier, il y avait un modèle économique en fragilité et elle souhaitait être accompagnée pour revoir son modèle économique à 5 ans et sa stratégie de collecte de fonds privés. Daniel Mitterrand, c'était un peu similaire aussi. On avait une fondation qui avait été créée par un fondateur emblématique, une fondatrice emblématique, et à la mort de cette fondatrice, on perd la vision, on perd le moteur, on perd l'essence, on perd cette capacité à rassembler autour de soi, et au bout de 10 ans, le projet s'étiole, et ça a des incidences sur les leviers financiers. Et à travers ces deux accompagnements, par exemple, on peut lire, nous, des témoignages qu'on a recueillis de Jérémy Chaumette, le directeur général de la Fondation, et Lisiane André, qui est présidente de la Fondation. Ils mettent en avant 5 points clés en commun. Le premier, c'est que le constat, ce que ça leur a apporté, c'est d'abord un constat et tout un travail basé sur des éléments objectifs, tangibles, et non pas sur des intuitions et sur un peu des combats d'intuition. Donc, on était vraiment sur des choses tangibles pour dépasser ça, dépasser l'intuition versus notre intuition. C'était aussi de pouvoir retrouver un cap collectif. Je fais un peu vite parce que je vois le temps défiler, puis je pense que ce serait bien qu'on puisse répondre aux questions. Donc, le cap collectif retrouvé. Ensuite, c'est la résilience que ce travail a permis d'être plus résilient. Même s'il n'empêche pas d'affronter de futures crises, hein, c'est le cas aujourd'hui avec les conséquences du Covid, le travail mené a permis à la structure d'être mieux armée, d'être plus sereine pour y faire face. Et les deux derniers points, c'est le côté poil à gratter. En fait, ça, avec Valérie, c'est quelque chose qu'on nous dit souvent, c'est qu'on a un côté poil à gratter, on lâche pas l'affaire, on continue, on pose les questions qui fâchent. C'est pratique, hein, c'est très facile de le faire quand on est à l'extérieur comme ça. Si on ne nous répond pas en posant la question par la porte, on passera par la fenêtre, et si ça marche toujours pas, on passera par la cheminée. Mais on force, les structures doivent répondre à certaines questions pour pouvoir avancer sereinement. Voilà, et donc c'est une aide aussi extérieure assez précieuse pour les dirigeants. Voilà. Merci Marine. Je ne sais pas si Yael et Marine ont vu les commentaires, mais il y a des fans. Hein. Il y a de grands fans. Et je crois d'ailleurs Charles Benoît a été à la manette pour voir toutes les questions qui ont été posées. Et donc j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Tout le monde a eu sa réponse en direct, donc nous pouvons continuer sur la suite pour finir à l'heure pile pour ne pas retarder les agendas de chacun. En tout cas, merci Yael et Marine. Voilà, merci. Voilà, merci à vous. Donc, pour terminer ce webinaire, le programme, qu'est-ce qu'on y trouve? Donc, Charles Benoît l'a expliqué tout à l'heure en introduction, les objectifs de ce programme, c'est à la fois de partager une culture commune sur la question des modèles socio-économiques et des concepts qu'il y a derrière, puisque il y a une diversité de modèles, il faut donc comprendre quelles sont leurs spécificités et leurs complémentarités. C'est du coup, par rapport à ces diversités, de pouvoir se repérer et se positionner. Et enfin, c'est de pouvoir apprendre à gérer la complexité, puisqu'on vient le voir. La question des modèles socio-économiques, ce n'est pas une mince affaire et il faut pouvoir l'appréhender de façon la plus sereine. Donc, ce programme, il a donc 3 objectifs. Dans ce programme également, vous allez voir, je vous mettrai les ressources après, mais il est composé de 5 volets.
Le premier, qui est celui d'animer un cycle de partage de connaissances, c'est vraiment toute la logique de webinaire qu'on est en train de mettre en place, qui a débuté le mois dernier et qui va durer jusqu'en octobre 2021. C'est aussi de pouvoir assurer une information régulière. Et là, on est avec tous nos partenaires, que ce soit le CRDLA Environnement dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi l'ISBL, il y a aussi les IDEAS, il y a tous les acteurs qui nous entourent qui sont partenaires de ce programme. Troisième volet, c'est aussi de pouvoir assurer que le savoir-faire d'accompagnement dont parle Marine peut être transmis et irrigué. Et c'est aussi, quatrième volet, de pouvoir embarquer plus la recherche académique sur les sujets de modèles socio-économiques, qui est un sujet qui n'est pas beaucoup investigué. Et donc, on a un partenariat structurant, enfin, le RAMO a un partenariat structurant avec l'Institut français du monde associatif qui va vraiment se pencher sur le sujet du modèle socio-économique. Et au milieu de tout ça, évidemment, il y a la compétence, la question des compétences, à la fois des personnes, l'AFF, et aussi des organisations. Donc, ce programme, il comporte 5 volets. Et puis, pour revenir sur le premier volet, j'ai oublié, pour aller plus loin et donc pour mieux le comprendre, vous avez tout un ensemble d'outils qui sont à votre disposition et qui sont accessibles en open source, à la fois pour prendre en connaissance de l'ensemble de ce programme. Il y a une vidéo de présentation qui est accessible depuis notre site Le Rameau, il y a un onglet spécifique qui s'appelle Reconnaissance des modèles socio-économiques, donc vous pouvez y aller. Et c'est là aussi d'ailleurs qu'on va poster et les PowerPoint des webinaires et les replays. Il y a aussi des outils pour se repérer, donc il y a la fiche repère qui est une synthèse à la fois des concepts et des ressources, et puis bien sûr le référentiel modèle socio-économique d'intérêt général qui a été publié avec Juris Association, et également d'autres outils toujours accessibles sur la connaissance, le savoir, les méthodes, tous les outils qui sont issus d'une décennie d'expérimentation. Donc tout ça, c'est accessible depuis notre site lerameau.fr. Et pour terminer donc, sur le cycle de webinaires, donc aujourd'hui, on était le deuxième webinaire. La thématique comprendre les modèles socio-économiques se terminera en décembre prochain. Donc mettez dans votre tablette le 17 décembre, puisque on va parler justement, Marine a fait une très bonne transition pour le webinaire d'après, parce qu'il va être vraiment centré, focalisé sur l'accompagnement de la transformation d'un modèle. Donc là aussi, je vous invite à vraiment réserver ça. Et puis 2021, 3 thématiques. L'une sur l'hybridation des modèles socio-économiques au travers des richesses humaines, financières et des alliances. Et puis, conduire le changement et incarner et valoriser son modèle. Et ça nous amènera jusqu'en octobre 2021. Charles Benoît. Et juste pour vous dire qu'avant de nous retrouver le 17 décembre avec nos amis de l'Adasie et de Terre d'Avance, nous vous invitons à partager lundi prochain, donc le 23 novembre, de 19h à 21h, le 3e dîner qui sera virtuel. Malheureusement, nous devrons passer le champagne simplement par les flux numériques. Le 3e dîner, élus et entreprises, où seront notamment restituées l'étude élus locaux de l'Observatoire des partenariats, qui vous donnera un éclairage sur comment les maires, aujourd'hui, envisagent de s'appuyer sur les acteurs de leur territoire, notamment les associations, les entreprises, les acteurs académiques, pour pouvoir à la fois sortir plus rapidement de la crise et réussir l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Nous sommes au cœur de la question de l'hybridation des modèles socio-économiques. Et donc, pour tous ceux qui le pourront, rendez-vous lundi soir à 19h pour ce 3e dîner élus et entreprises. Merci à tous pour votre participation. Merci pour les commentaires fort favorables que nous avons eus dans les questions. Et à très bientôt pour poursuivre nos échanges. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.